On ne peut pas comprendre les problèmes économiques et sociaux, les mobilisations récentes qui sont survenues en Amérique latine, sans commencer par évoquer la conquête par les Espagnols et les Portugais, la période coloniale qui a suivi, et enfin la façon dont l'impérialisme a établi sa mainmise sur les États de ce continent. Mais cette histoire, c'est aussi celle des résistances, des révoltes que les Indiens, les esclaves, les travailleurs, ouvriers et paysans pauvres ont opposés à leurs oppresseurs. Alors c'est tout cela que nous allons essayer d'évoquer ce soir, en étant conscients que nous ne pouvons pas parler de tout ce qui s'est passé sur un si vaste continent. Les conquistadors jetèrent les bases d'un immense empire colonial en à peine un demi-siècle, de 1492 à 1540. Les populations dites indiennes, ainsi nommées parce que les Européens crurent d'abord avoir découvert une nouvelle route commerciale vers l'Inde, furent exterminées par les armes, les maladies, le travail forcé et l'exploitation inhumaine. On estime qu'en un siècle et demi, le nombre d'Indiens passa de 80 à 3,5 millions. Exilés dans leur propre pays, ils furent repoussés dans les zones les plus pauvres, les montagnes arides ou le fond des déserts. Après avoir décimé les populations indiennes, les colonisateurs eurent recours au travail d'esclaves noirs arrachés aux côtes africaines pour être revendus dans les Antilles et en Amérique. Cela s'accéléra avec la mise en place de grandes plantations, au sein desquelles les esclaves étaient utilisés pour cultiver la canne à sucre, le café ou le cacao. Sur tout le continent, les puissances coloniales instaurèrent le même système économique. Les colonies devaient produire ce dont les métropoles avaient besoin, mais aucun produit ne pouvait faire concurrence à une production similaire de l'Espagne et du Portugal. Les métropoles avaient le monopole du commerce avec les colonies, et les diverses parties de l'Empire espagnol n'avaient même pas le droit de commercer entre elles. Une telle organisation économique, dont la prospérité était fondée sur les plantations et le commerce colonial avec la métropole, empêcha le développement d'une bourgeoisie sud-américaine. Par contre, il favorisa celui des bourgeoisies hollandaises, françaises et anglaises, car si officiellement l'Espagne détenait le monopole du commerce, les marchandises venaient de Lille, d'Arras, les toiles étaient produites en Hollande. C'est ainsi que dès cette époque, l'exploitation dans des conditions terribles des populations d'Amérique latine et le pillage de ces richesses constituèrent une étape décisive dans le développement du capitalisme en Europe. Le capital qui s'investit en Angleterre et permit la révolution industrielle était déjà entaché de sang depuis plusieurs siècles. Pour reprendre la citation de Marx, c'est en effet en suant le sang et la boue par tous les pores que le capital est venu au monde. Alors, en Amérique latine, à défaut d'une bourgeoisie, il se constitua une aristocratie locale de grands planteurs et de riches propriétaires de mines, les créoles. Au fur et à mesure qu'elle se renforçait, cette catégorie de privilégiés exprima de plus en plus son refus de voir une partie importante du profit tiré du commerce colonial accaparé par les monarchies espagnoles et portugaises. C'est Napoléon qui a renversé définitivement l'édifice colonial en 1808 en envoyant ses soldats occuper l'Espagne afin d'y imposer sur le trône son frère, Joseph Bonaparte. Le souverain espagnol qui avait été déposé, Ferdinand VII, refusa de s'incliner et put compter sur l'appui du Royaume-Uni. En Espagne même, une résistance s'organisa. Les troupes françaises furent finalement vaincues et durent quitter l'Espagne en 1814. Dans les colonies d'Amérique, cette situation ouvrit une période de contestation du nouveau pouvoir installé à Madrid par Napoléon. Au début, cela se fit au nom de la fidélité au roi d'Espagne. Mais en réalité, très vite, les classes possédantes des colonies en profitèrent pour exprimer leur volonté d'indépendance par rapport à la métropole. Ceux qui jouèrent le rôle dirigeant dans cette lutte avaient subi l'influence des idées des Lumières et de la Révolution française. Simón Bolívar était de ceux-là. Comme beaucoup d'autres, il avait séjourné en Europe, et en particulier en France, où dans les premières années du XIXe siècle, il avait eu l'occasion de s'imprégner des idées les plus progressistes d'alors. Bolívar était républicain, et il se fixa l'objectif de libérer l'ensemble du continent sud-américain de l'emprise espagnole. Dès 1810, il participa aux combats qui donnèrent naissance à la première république du Venezuela, premier État à proclamer son indépendance en Amérique latine.
Mais l'existence de cette république fut éphémère. À partir de 1815, rétabli sur le trône après la défaite de Napoléon, Ferdinand VII tenta de reprendre le contrôle des colonies. Il y envoya un important corps expéditionnaire qui parvint à prendre le dessus dans un premier temps. Bolivar dut fuir le continent, et c'est à Haïti qu'il trouva refuge. Dans cette île, après une longue lutte commencée sous la direction de Toussaint Louverture, les esclaves insurgés avaient réussi à arracher leur liberté et à créer en 1804 la première république noire indépendante. Cette république noire inquiétait toutes les couches dominantes créoles, car elle constituait un exemple pour tous les esclaves noirs et les couches populaires métissées qui peuplaient majoritairement les colonies d'Amérique du Sud. Les dirigeants haïtiens ne se contentaient pas d'accueillir sur leur sol les révolutionnaires de la région. Dans la mesure de leurs moyens, qui n'étaient pas grands, ils leur apportaient un soutien, y compris financier. Bolivar bénéficia de cette aide, mais cela n'en fit pas pour autant un champion de la lutte anti-esclavagiste. Héritier d'une riche famille vénézuélienne de propriétaires terriens, possédant plantations et esclaves, il était bien représentatif de sa classe sociale et pétri de mépris et de méfiance à l'égard des plus pauvres, en particulier des esclaves. À partir de 1816, il commença à enrôler quelques esclaves noirs en échange d'une promesse de libération. En 1820, il renouvela cette promesse à l'égard de plusieurs milliers d'esclaves, à la condition que ceux-ci acceptent de servir 2 ans dans son armée. Mais il ne fut jamais question de mettre en avant l'abolition de l'esclavage. Après avoir regagné le continent américain, Bolivar s'imposa comme le principal dirigeant militaire et politique de la lutte pour l'indépendance, au-delà du seul Venezuela, ce qui lui valut le surnom du libérateur. Il conduisit son armée en Colombie, en Bolivie et jusqu'au Pérou. Au terme d'une guerre féroce qui dura jusqu'en 1826, les dernières troupes espagnoles furent vaincues. Elles avaient mené une guerre à mort, c'est l'expression employée par leurs dirigeants militaires, massacrant, détruisant des villes entières. On estime, par exemple, que la population du Venezuela a diminué de 25% après ces 15 années de combat. Bolivar avait l'ambition d'unifier les anciennes colonies dans un État fédéral. En 1826, il réunit un congrès à Panama pour en proposer la création. Mais ce fut un échec et l'Amérique latine resta divisée en de nombreux États indépendants. La Grande Colombie, cette république dont Bolivar fut le fondateur et le premier président, éclata elle aussi, donnant naissance au Venezuela, à la Colombie et à l'Équateur actuel. Pour réussir, Bolivar aurait eu besoin de trouver une base sociale ayant intérêt à une telle unification, et elle n'existait dans aucun de ces pays. Historiquement, en Europe et en Amérique du Nord, c'est le développement de la bourgeoisie qui a conduit à la constitution d'États unifiés, débarrassés de frontières intérieures. Cette évolution répondait à son besoin de disposer d'un marché intérieur le plus vaste possible, afin de pouvoir se livrer au commerce à une grande échelle. En Amérique latine, c'est l'aristocratie foncière qui constituait partout la classe dominante. Elle possédait la plus grande partie des terres. On estime qu'à l'échelle de l'Amérique latine, 80% des terres appartenaient à 10% de la population. Ces grands propriétaires ne séjournaient pas dans leur domaine, souvent peu et mal exploités. Ils préféraient vivre en ville, voire dans les capitales d'Europe dès qu'ils en avaient les moyens. Et quand ces domaines étaient exploités, il s'agissait de grandes plantations tournées vers l'exportation, ce qui explique que cette oligarchie de propriétaires terriens ne se souciait pas du tout de constituer de grands marchés intérieurs. Le poids de ces couches aristocratiques et leur rôle dirigeant expliquent que les classes populaires, quant à elles, ne se mobilisèrent jamais aux côtés de ceux qui luttaient pour l'indépendance. Et à certains moments, elles leur manifestèrent même de l'hostilité. Elles voyaient bien que l'indépendance allait donner le pouvoir à ceux qui les exploitaient et les méprisaient, et qu'il y avait toutes les raisons de douter de leur promesse de liberté. En effet, pour ne prendre que l'exemple de l'esclavage, ce n'est que dans les années 1850 qu'il fut aboli en Colombie, au Venezuela, au Pérou et en Argentine. Au Brésil, il fallut même attendre 1888. Quant à la très forte inégalité dans la répartition des terres, elle s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui dans tous les pays d'Amérique latine. Les guerres d'indépendance donnèrent naissance à une dizaine d'États se montrant jaloux de défendre leurs frontières, voire de les repousser aux dépens de leurs voisins.
Leurs régimes prirent partout la forme de pouvoirs autoritaires qui ne reconnaissaient pas le suffrage universel et où seuls les plus riches pouvaient voter. Ils ont souvent été dirigés par un homme fort ou qui tentait de le devenir aux dépens de ses concurrents, le caudillo comme on l'appelait. Ce caudillo s'appuyait sur l'armée, mais parfois il lui fallait aussi faire preuve d'une certaine démagogie nationaliste, voire sociale, pour trouver un soutien dans la population. Et souvent, pour s'imposer face à leurs rivaux, ils recherchaient l'appui et le financement des puissances européennes, en particulier du Royaume-Uni. Dès 1824, le ministre des Affaires étrangères britannique, George Canning, écrivait, je cite, « L'affaire est dans le sac, l'Amérique hispanique est libre, et si nous ne menons pas trop tristement nos affaires, elle est anglaise. » Et ils n'ont pas été tristes. Les marchandises anglaises envahirent les marchés des pays d'Amérique du Sud. Et ceux-ci, en échange, exportaient des matières premières agricoles et minières. Chemins de fer, mines, plantations, rien n'échappait à l'emprise du capital britannique. Et ses représentants, dans tous les pays du continent, tenaient les rênes de l'économie et transformèrent ces États en semi-colonies. Pour défendre les intérêts de leurs capitalistes, les puissances européennes multiplièrent tout au long du XIXe siècle les interventions diplomatiques et militaires, utilisant la politique de la canonnière. Parfois, les capitalistes se sont menés la guerre par États interposés, quand en 1865, l'Uruguay, le Brésil et l'Argentine s'allièrent contre le Paraguay, c'étaient les diplomates britanniques qui étaient à la manœuvre en coulisses, avec l'objectif d'obliger le Paraguay à s'ouvrir à leurs capitaux et à leurs marchandises. À la fin de la guerre qui dura 5 ans, le Paraguay avait perdu les 5/6 de sa population. Ce sont encore les Britanniques qui poussèrent le Chili à entrer en guerre contre la Bolivie et le Pérou, car ils avaient des visées sur les mines de salpêtre du désert d'Atacama, situées alors au Pérou, et dont ils permirent l'annexion par le Chili. Les mines purent alors passer sous le contrôle de capitalistes anglais. La guerre du Pacifique, comme on l'a appelée, dura 4 ans, de 1879 à 1883. Elle entraîna la perte pour la Bolivie de son accès à la mer. Les troupes chiliennes occupèrent Lima, la capitale du Pérou, qu'elles mirent à sac. Ces guerres furent sanglantes et laissèrent des rancœurs et des haines entre les populations. Comme dans d'autres parties du monde, l'impérialisme britannique dressa les peuples les uns contre les autres pour mieux asseoir sa domination. C'est à partir de la fin du XIXe siècle que les États-Unis devinrent la première puissance industrielle du monde. Leur très vaste marché intérieur ne fut plus suffisant pour absorber leurs marchandises et leurs capitaux. Pour la bourgeoisie américaine, il devenait impératif de trouver des débouchés extérieurs et cela les conduisit à se tourner vers l'Amérique latine, tout naturellement, où ils cherchèrent à évincer leurs concurrents européens. Ils commencèrent par s'attaquer aux plus faibles d'entre eux, à l'Espagne. L'ancien empire espagnol s'était réduit à la possession de Cuba, de Porto Rico et des Philippines dans le Pacifique. Les États-Unis déclarèrent la guerre à l'Espagne en avril 1898 et ils furent très rapidement victorieux. Le traité de Paris, signé en décembre 1898, donnait aux États-Unis le contrôle des colonies espagnoles. Sans être annexé, Porto Rico était soumis à une administration américaine. Cuba était reconnu comme un État indépendant, mais l'île était placée sous régime d'occupation militaire pendant 4 ans. Les États-Unis se voyaient reconnaître un droit d'intervention, un droit de regard sur les collectes d'impôts et une base navale à Guantanamo, une base devenue tristement célèbre, qu'ils conservent encore de nos jours. Après l'armée, ce fut au tour des capitaux américains de prendre possession de l'île et de s'assurer le monopole du tabac, de l'extraction minière, des télégraphes, des téléphones et surtout du sucre. Les États-Unis considéraient dorénavant l'Amérique latine comme leur chasse gardée. Pour s'imposer face aux principales puissances européennes, ils n'eurent pas besoin de les affronter militairement en Amérique même. La concurrence entre les impérialismes conduisit à 2 guerres mondiales. Les motivations de ces guerres n'eurent rien d'idéologique. Les impérialistes se battaient pour des marchés, pour des zones d'influence et pour se partager le monde. Et la domination de l'Amérique latine constituait l'un de ces enjeux. L'affaiblissement de ses rivaux européens permit à l'impérialisme américain, à l'issue de la Première et plus encore de la Deuxième Guerre mondiale, de s'imposer définitivement comme le seul maître de l'Amérique latine. À la fin du XIXe siècle,
une classe ouvrière commença à se développer, constituée de mineurs, d'ouvriers agricoles de grandes plantations, d'ouvriers des industries textiles ou du pétrole, de dockers, de cheminots. Cette classe ouvrière était minoritaire dans ces pays où le développement industriel était resté limité. Mais elle sut très vite défendre ses intérêts matériels, son droit à vivre dignement. La classe ouvrière s'est battue. Elle a dû livrer de féroces combats et elle a été capable de donner naissance à des organisations syndicales dans des conditions difficiles. Mais elle n'a pas connu de grands partis ouvriers comme ceux qui se sont constitués à la fin du XIXe siècle en Europe. La révolution russe de 1917 rencontra un immense écho parmi les travailleurs un peu partout en Amérique latine. Mais les partis communistes créés en général à la fin des années 1920 restèrent faibles et très rapidement, ils tombèrent sous l'emprise du stalinisme. À partir de 1935, la bureaucratie stalinienne imposa à tous les partis communistes de chercher à créer des fronts populaires au nom de la lutte contre le fascisme et pour la démocratie. Comme dans d'autres régions du monde dominées par l'impérialisme, les militants des PC d'Amérique latine devinrent en fait des nationalistes, recherchant l'alliance de certains politiciens bourgeois. Ils acceptèrent parfois de rentrer dans des combinaisons gouvernementales, comme à Cuba, où en 1940, ils eurent 2 ministres sous la présidence de Batista, un ancien général élu à l'époque avec le soutien de toute la gauche. Le stalinisme priva les travailleurs de la possibilité de mener leur propre combat pour leur émancipation. Politiquement, ils se retrouvèrent à la remorque des mouvements nationalistes bourgeois qui émergèrent durant le XXe siècle en Amérique latine. Il y eut en effet dans plusieurs pays, à différentes époques, des dirigeants nationalistes qui refusèrent de se contenter de la soumission pure et simple à l'impérialisme. En tentant de desserrer l'étreinte de l'impérialisme afin de développer leur économie nationale, ils proposaient à leur bourgeoisie et aux classes possédantes de leur pays une politique dont souvent elles ne voulaient pas, préférant se satisfaire de leur rôle de relais des capitalistes étrangers et des miettes que ceux-ci leur concédaient. Pour résister aux pressions de l'impérialisme, pour résister aussi à l'opposition de leur propre bourgeoisie, certains de ces dirigeants nationalistes cherchèrent à obtenir le soutien des paysans pauvres et des ouvriers. Le régime qui, le premier, alla le plus loin dans cette voie fut celui du général Lázaro Cárdenas au Mexique de 1934 à 1940. Quelques années auparavant, ce pays avait connu une période révolutionnaire au cours de laquelle les couches les plus exploitées de la paysannerie s'étaient mobilisées et avaient combattu sous la direction de dirigeants comme Pancho Villa et Emiliano Zapata. Pour se gagner un appui dans la paysannerie qui n'avait pas oublié les années de lutte révolutionnaire, Cárdenas engagea une réforme agraire. Elle fut loin d'être radicale, mais elle fut cependant la plus importante qu'avait jamais connue toute l'Amérique latine. Cárdenas obtint plus simplement l'appui de l'armée en augmentant la solde, et il obtint celui du mouvement ouvrier par l'intermédiaire de la Confédération des travailleurs mexicains qui venait de se créer et à qui il accorda le monopole syndical. Fort de ses appuis, il nationalisa les chemins de fer en 1937 et l'industrie pétrolière en 1938. Cárdenas s'était engagé à indemniser leurs propriétaires britanniques et américains. Mais ceux-ci réagirent en imposant un boycott du pétrole mexicain. À l'époque, ceux qui dénoncèrent ces nationalisations les présentèrent comme des mesures communistes. Cárdenas ayant accordé l'asile politique à Trotsky, certains y virent même l'influence directe de celui qui avait été l'un des dirigeants de la Révolution d'octobre. Alors je voudrais citer un extrait d'un texte où Trotsky précisait sa position à l'égard des mesures de Cárdenas. Je cite. « L'expropriation du pétrole, ce n'est ni du socialisme ni du communisme, mais c'est une mesure hautement progressiste d'autodéfense nationale. Marx, bien sûr, ne considérait pas Abraham Lincoln comme un communiste, mais cela ne l'empêchait pas de nourrir la plus profonde sympathie pour la lutte que Lincoln dirigeait. La Première Internationale envoya au président de la guerre civile un message de salut, et Lincoln, dans sa réponse, apprécia hautement ce soutien moral.
La révolution mexicaine est en train de réaliser le même travail qu'ont réalisé, par exemple, les États-Unis d'Amérique durant les 3/4 du siècle dernier, en commençant par la guerre révolutionnaire pour l'indépendance et en terminant par la guerre civile pour l'abolition de l'esclavage et l'unification nationale. Et Trotsky concluait « La lutte autour du pétrole mexicain n'est qu'une des escarmouches de la ligne avancée des batailles à venir entre les oppresseurs et les opprimés. » Dans cette lutte, Trotsky n'était pas neutre et il affirmait sa solidarité avec le dirigeant mexicain face à l'impérialisme. Mais Trotsky parlait d'une escarmouche, car Cárdenas ne souhaitait pas mener une guerre à mort à l'impérialisme. Cárdenas combattait pour un meilleur partage des richesses, si on peut dire. Le contexte de la Deuxième Guerre mondiale lui fut favorable, car en livrant du pétrole à l'Allemagne, Cárdenas put rompre le blocus dont il était victime. Estimant nécessaire de rétablir l'alliance avec le Mexique, Washington fit pression sur les compagnies pétrolières américaines pour qu'elles acceptent le montant des indemnisations proposées par Cárdenas. Mais dans les années qui suivirent, les États-Unis se montrèrent beaucoup moins disposés à accepter qu'un gouvernement s'en prenne, même d'une façon très limitée à leurs intérêts. Après 1945, la révolte des peuples contre les systèmes coloniaux alimenta des mouvements dans tous les pays pillés et exploités par l'impérialisme. Les dirigeants américains ne voulurent pas, dans une telle période, avoir l'air de faire preuve d'une faiblesse susceptible d'encourager la contestation dans une région qu'ils considéraient comme leur arrière-cour. En outre, l'existence de l'Union soviétique permettait à des régimes cherchant à échapper à la tutelle de l'impérialisme de trouver un soutien. Cela conduisit dans cette période les dirigeants américains à refuser que des États, en Amérique latine et ailleurs, expriment la moindre velléité d'indépendance. À la première tentative de réforme, même très modérée, apparaissant comme donnant satisfaction aux couches les plus pauvres, les dirigeants américains se donnaient les moyens de répondre par une guerre à mort. Leur lien avec les militaires des États d'Amérique latine leur permettait de piloter directement des coups d'État. En 1946, ils créèrent une école militaire, l'école des Amériques, basée pendant longtemps au Panama, où ils formaient les officiers des armées de nombreux États d'Amérique du Sud. Le programme de formation comportait une partie importante consacrée à la lutte contre le communisme et la subversion. Précisons au passage que cette école existe toujours aux États-Unis cette fois. Partout, les États-Unis appuyèrent ainsi des régimes qui, plus ou moins ouvertement, furent des dictatures militaires, réprimant férocement toutes les révoltes des travailleurs et des exploités, les grèves ouvrières, les occupations de terres par des paysans pauvres. Mais malgré tous les moyens financiers et militaires que l'impérialisme américain était capable de mettre en œuvre, il y a un État qui parvint à leur tenir tête, c'est celui de Cuba, dont nous allons parler maintenant. Le 1er janvier 1959, les guérilleros dirigés par Fidel Castro firent leur entrée à La Havane, la capitale cubaine, fêtée par toute la population qui se réjouissait de leur victoire. À la tête de seulement quelques milliers d'hommes, Fidel Castro venait de renverser le régime de Batista et de prendre le pouvoir. La dictature s'était effondrée, usée, totalement gangrénée par la corruption, vomie par toutes les couches de la population. Après sa période d'homme de gauche, dont j'ai parlé, Batista était revenu au pouvoir par un coup d'État militaire en 1952 et depuis, il se contentait de jouer le rôle d'homme de main au service des intérêts américains, ce qui lui permettait de prélever sa dîme au passage. Dans ce pays de 6 millions d'habitants, totalement sous l'emprise américaine, La Havane était devenue la ville des tripots, des casinos, des nightclubs et des gangsters. Cela lui avait valu le surnom de « bordel des États-Unis ». Les opposants, même les plus modérés, étaient pourchassés, emprisonnés et torturés. Quand il arriva au pouvoir, Castro ne se revendiquait pas du tout du communisme. Il s'en défendait même, au contraire. Ce qu'il voulait, c'était la fin du despotisme, de la corruption, l'amélioration, un peu quand même, du sort des masses populaires et une indépendance politique véritable à l'égard des Américains. Fidel Castro ne tenait nullement à rompre avec les États-Unis. Au contraire, il fit tout pour les rassurer. Dans un premier temps, il ne prit aucune mesure susceptible d'être interprétée comme menaçant les intérêts américains. En avril 1959, il fit un grand voyage aux USA.
Il y rencontra de nombreuses personnalités, et parmi elles le vice-président de l'époque, Richard Nixon. Mais tous les efforts déployés par Castro ne purent diminuer l'hostilité que les dirigeants américains lui témoignaient. Ceux-ci n'acceptaient tout simplement pas qu'à Cuba, il puisse y avoir au pouvoir quelqu'un qu'ils n'avaient pas choisi et qu'ils ne contrôlaient pas. Mais Castro ne recula pas. Et dans l'escalade qui s'ensuivit, il n'hésita pas à s'appuyer sur sa population. En mai 1959, il promulgua une première réforme agraire visant les immenses propriétés, celles des trusts américains en particulier, qui furent expropriées. En guise de représailles, le gouvernement américain décida de réduire ses importations de sucre. Castro nationalisa alors les usines à sucre qui étaient entre les mains de sociétés américaines. Aussitôt, toujours dans l'escalade, les États-Unis décidèrent de cesser tout achat de sucre, ce qui revenait purement et simplement à étrangler l'économie cubaine. Eh bien, c'est seulement à partir de là que Castro se tourna vers l'Union soviétique, avec laquelle il conclut un accord commercial en février 1960. Les raffineries américaines installées à Cuba refusèrent de raffiner le pétrole vendu par les soviétiques. Eh bien, Castro nationalisa aussitôt les biens de ces compagnies. Le 19 octobre 1960, les États-Unis décrétaient l'embargo sur le commerce avec Cuba et quelques mois plus tard, en janvier 1961, ils rompirent toute relation diplomatique avec le régime castriste. L'embargo allait être par la suite renforcé à plusieurs reprises et il est toujours en vigueur aujourd'hui. Les dirigeants américains crurent pouvoir aller encore plus loin, jusqu'à renverser militairement Castro. Le 15 avril 1961, des avions américains repeints aux couleurs cubaines, il ne fallait quand même pas que ce soit des avions ouvertement américains, ces avions bombardèrent les aéroports de Cuba. Le lendemain, la CIA organisa le débarquement de près de 1500 exilés cubains anticastristes dans la baie des Cochons. Portez bien son nom, ça ne s'invente pas. Mais la population cubaine se mobilisa pour défendre le régime. Et Castro, à la tête des miliciens, captura en 3 jours l'ensemble de la troupe anticastriste. L'impérialisme américain comprit la leçon et il ne se risqua plus à tenter ce genre d'aventure militaire à Cuba. Beaucoup de ceux qui appartenaient aux couches privilégiées, une partie aussi de la petite bourgeoisie, les cadres, ingénieurs ou médecins, quittèrent massivement Cuba à cette époque. Mais la façon dont il avait défié la toute-puissance américaine valut à Castro un immense prestige dans toute l'Amérique latine et bien au-delà, y compris aux États-Unis même, où, à cette époque, les Noirs se mobilisaient de plus en plus pour leurs droits et pour plus de justice. Toute une génération de militants, de jeunes intellectuels, voulurent s'inspirer des méthodes guérilleristes dont Castro, et surtout son compagnon de lutte, le Che Guevara, faisaient la promotion. Le Che théorisait qu'il fallait créer des foyers de guérilla en milieu paysan, de façon à développer de petites armées qui montreraient l'exemple et dont l'action éveillerait le peuple. Durant les années 1960, il y eut des guérillas dans une vingtaine de pays d'Amérique du Sud, réduites parfois à une poignée de combattants. Ces guérilleros furent souvent en butte à l'hostilité des paysans qui craignaient la répression des militaires. Même quand ils trouvèrent le soutien d'une partie de la paysannerie, ces foyers de guérilla attendirent des soulèvements qui ne vinrent jamais. Même si Castro et Che Guevara se réclamaient du marxisme, leurs idées n'avaient rien à voir avec celles du communisme révolutionnaire. La constitution de ces guérillas revenait à créer des appareils militaires et politiques hors de tout contrôle des masses. En cas de succès, comme à Cuba, de tels appareils s'imposaient à la population, au-dessus d'elle, échappant totalement à son contrôle. En tant que communistes révolutionnaires, nous militons pour que les travailleurs s'organisent eux-mêmes et mettent en place un État qui soit en permanence sous leur contrôle. C'est la condition indispensable pour que s'établisse un pouvoir qui soit réellement celui des travailleurs. L'objectif de Castro n'était pas de renverser l'impérialisme.
Son soutien au mouvement de guérilla était subordonné aux intérêts diplomatiques de l'État cubain. Son objectif, il l'a proclamé bien souvent, était de garantir l'indépendance et le développement de Cuba. Sur ce terrain, les dirigeants cubains ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Le régime mena une campagne d'alphabétisation et développa des programmes de santé qui mirent dans ce domaine Cuba au niveau des pays les plus industrialisés. Mais il ne put mettre fin au sous-développement qui se traduit pour Cuba par la dépendance de son économie vis-à-vis de la production sucrière. La disparition de l'URSS en 1991 plongea Cuba dans une très grave crise. Et aujourd'hui encore, sa situation est très difficile. Pourtant, son régime continue de symboliser une résistance que l'impérialisme n'a pas été capable de vaincre, malgré toutes les pressions qu'il a pu exercer. Des pressions qui ont été encore renforcées ces derniers mois. Le régime castriste ne représente plus un modèle. Il ne prétend plus offrir de perspectives aux opprimés. Mais il continue d'apporter une aide appréciable à certains États de la région, comme nous le verrons plus loin. Alors, dans cette histoire de la guerre à mort que l'impérialisme a livrée au peuple et aux dirigeants qui ne lui étaient pas totalement soumis, eh bien, il faut aussi évoquer le Chili. Les luttes qui s'y déroulèrent au début des années 1970 débouchèrent sur l'un des coups d'État les plus sanglants qu'ait connu l'Amérique latine, qui pourtant en a connu beaucoup. Avec l'élection à la présidence en novembre 1970 du socialiste Salvador Allende, beaucoup défendirent l'idée qu'il existait une voie pacifique vers le socialisme. L'arrivée au pouvoir de la gauche au Chili constituait un exemple pour ceux qui, ici, en France, se faisaient les promoteurs de l'union de la gauche. Au Chili, l'union de la gauche s'appelait l'Unité populaire. Constituée en 1969, elle regroupait le Parti socialiste et le Parti communiste, dont l'implantation dans la classe ouvrière lui permettait de diriger la Confédération syndicale unique, la CUT. À ces deux partis s'étaient joints des éléments issus de la droite modérée. Le programme de l'Unité populaire était radical dans le ton, dénonçant vigoureusement le pillage du pays, l'exploitation des masses populaires, préconisant, je cite, « les transformations révolutionnaires dont le pays avait besoin ». Il proposait une réforme agraire, car 2% des propriétaires possédaient à eux seuls plus de la moitié des terres cultivables. En ce qui concerne les banques, l'industrie et le commerce, le gouvernement d'unité populaire proposait de nationaliser les grandes entreprises étrangères ou chiliennes qui lui paraissaient décisives pour le contrôle de l'économie. Les capitaux nord-américains dominaient le secteur industriel et financier, en particulier celui du cuivre, qui représentait l'essentiel des richesses du pays et 80% de ses exportations. À la fin de l'année 1971, les nationalisations effectuées par le gouvernement de l'Unité populaire lui permettaient de contrôler la quasi-totalité des ressources minières ainsi que la sidérurgie. Il contrôlait également 90% du secteur financier et bancaire. Par cette politique de nationalisation, Allende voulait donner des moyens à l'État de développer l'économie chilienne. En définitive, le poids du secteur public après ces nationalisations était comparable à ce que beaucoup de pays développés, comme la France et le Royaume-Uni, ont connu après la Deuxième Guerre mondiale. Allende n'avait pas l'objectif de renverser le pouvoir de la bourgeoisie chilienne, mais celle-ci lui manifesta très rapidement son hostilité, d'autant qu'elle s'y sentit encouragée par l'attitude des États-Unis. Allende avait clairement annoncé son intention d'indemniser les actionnaires des entreprises américaines nationalisées, et il ne demandait qu'à négocier les conditions de ces rachats. Mais les dirigeants américains n'acceptèrent pas que le gouvernement chilien tente de leur forcer la main, qui plus est en se revendiquant du socialisme. Ils commencèrent très rapidement à élaborer un plan pour le renverser. Ils utilisèrent d'abord l'arme financière. Au début de l'année 1972, les États-Unis décidèrent officiellement de supprimer toute aide au Chili tant que celui-ci n'aurait pas indemnisé correctement, selon eux, les compagnies minières nationalisées. La situation économique devint d'autant plus difficile que, dans le même temps, les cours du cuivre baissèrent fortement. Pour faire face à une inflation de plus en plus forte, le gouvernement décida le blocage des prix. Mais cela entraîna le développement du marché noir. On manquait de savon, de sucre, de viande, mais on pouvait tout trouver au marché noir à des prix 10 fois, 15 fois supérieurs au prix officiel.
La droite fit descendre ses troupes dans la rue, comme en avril 1972, où 200 000 personnes manifestèrent contre le gouvernement. Quelques mois plus tard, en octobre 1972, le patronat chilien tenta de paralyser le pays. Il parvint à entraîner dans ce mouvement contre le gouvernement une partie de la petite bourgeoisie, notamment les commerçants et les patrons des entreprises de transport routier. Cette grève des patrons était destinée à contraindre l'armée à intervenir contre le gouvernement d'Allende pour mettre fin au chaos. Mais l'offensive de la droite et des classes possédantes suscita une profonde réaction des travailleurs qui s'organisèrent pour répondre à la tentative de sabotage économique du patronat. Des comités, qu'on appelait des cordons industriels, formés de représentants de plusieurs entreprises, se constituèrent, en particulier dans la banlieue de Santiago, la capitale du Chili. Ils redémarrèrent la production dans certaines usines, assumèrent la distribution de nourriture dans certains quartiers populaires. Ils prirent par exemple contact avec des conseils paysans qui avaient commencé à se former dans certaines localités afin d'organiser directement la livraison de produits agricoles. Mais pour que les travailleurs puissent s'opposer à l'action des classes possédantes et soient capables de mettre fin au chaos économique, cela aurait nécessité qu'ils s'emparent partout des usines, se coordonnent à l'échelle du pays et imposent ainsi leur contrôle sur l'ensemble de l'économie. Mais aucun des partis ayant une influence dans la classe ouvrière ne tenta de s'appuyer sur sa mobilisation en lui proposant de pousser jusqu'au bout son avantage. Depuis le Parti communiste jusqu'à un groupe d'extrême gauche qui s'appelait le MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire, tous se contentèrent d'appeler à soutenir Allende. Et Allende, lui, n'avait qu'une hâte, mettre fin le plus vite possible à la mobilisation. Face à l'exacerbation de la lutte de classe, sa réponse consistait à faire appel à l'armée pour jouer le rôle d'arbitre. À chaque fois qu'il était confronté à une crise politique, Allende décrétait l'état d'urgence, donnant tous les pouvoirs aux militaires, et il intégrait des généraux dans son gouvernement, leur confiant les ministères les plus sensibles. Comme n'importe quel politicien bourgeois, Allende considérait l'armée comme le principal et dernier recours pour maintenir l'ordre en cas d'affrontements sociaux. Et c'est sur les militaires qu'il comptait pour le défendre, pas sur la mobilisation populaire dont, au contraire, il se méfiait. Quand, en octobre 1972, la droite vota une loi de contrôle des armes, Allende ne s'y opposa pas. Les militaires purent ainsi, légalement, perquisitionner partout, au siège des partis de gauche, des syndicats, dans les usines et les quartiers ouvriers. Ils réunirent ainsi toutes les informations qui leur fut utile quelque temps plus tard, lors du putsch qui renversa Allende. Ce putsch, la population le vit venir. Pendant des mois, la droite et l'extrême droite entretinrent un climat de tension avec des attentats et des assassinats politiques. En juin 1973, un régiment de blindés se souleva et attaqua le palais présidentiel. En réaction, les travailleurs se mobilisèrent à nouveau. Des usines furent occupées à l'initiative des cordons industriels qui étaient restés en place ou de ceux qui s'étaient créés depuis octobre 1972. Face à cette mobilisation, et constatant qu'ils n'étaient pas suivis par les autres régiments, les mutins, cette fois-ci, regagnèrent leur caserne l'après-midi même. Allende forma un nouveau gouvernement comprenant à nouveau des généraux. Parmi les militaires qu'Allende jugeait fidèles et auxquels il accorda sa confiance, il y avait un certain Pinochet qui fut nommé commandant en chef des forces armées. Pinochet n'eut donc aucun mal à organiser le coup d'État et à prendre le pouvoir le 11 septembre 1973. Le palais présidentiel fut bombardé et pris d'assaut. Allende refusa de se rendre et se suicida. Mais il a aussi refusé, jusqu'au bout, d'appeler les travailleurs à se battre, se montrant ainsi responsable devant la bourgeoisie, y compris en le payant de sa vie. C'est un véritable régime de terreur qui fut instauré par les militaires au Chili. D'après un bilan approximatif, il y aurait eu 4000 assassinats politiques, près de 2000 disparitions et 400 000 arrestations. 1 million de personnes auraient quitté le Chili entre 1973 et 1989, un pays qui comptait un peu plus de 10 millions d'habitants dans ces années-là. Les arrestations visaient les militants, des sympathisants, des adhérents de syndicats ou des travailleurs jugés trop contestataires. Ceux qui étaient arrêtés étaient systématiquement torturés. L'objectif de la junte militaire était clairement de détruire au maximum le mouvement ouvrier. La bourgeoisie chilienne s'est vengée de la peur provoquée par la mobilisation des travailleurs.
Mais la dictature a aussi créé les conditions d'une surexploitation de la classe ouvrière chilienne. En quelques années, le pouvoir d'achat des salariés a été réduit de 40%. Les entreprises qui avaient été nationalisées sous Allende ont été rendues à leurs propriétaires. Mais au-delà, ce sont la plus grande partie des entreprises publiques qui ont été privatisées, de même que le régime de retraite, les secteurs de l'éducation, de la santé. C'est une politique de privatisation massive qui a été menée. Elle a provoqué une explosion des inégalités qui ont atteint un niveau record en Amérique latine, qui pourtant, là aussi, bat les records. Avec le coup d'État de Pinochet, le Chili rejoignait le Paraguay, la Bolivie, le Brésil et l'Uruguay qui connaissaient déjà un régime militaire. En 1976, les militaires prirent le pouvoir en Argentine, se livrant à une répression encore plus sanglante qu'au Chili. Sous la houlette de la CIA, ces régimes établirent une coopération secrète, l'opération Condor, pour éliminer les personnes jugées subversives. Les services secrets du Pérou et du Venezuela participèrent aussi, dans une moindre mesure, à cette internationale de la répression. À la fin des années 1980, confronté à l'usure de son pouvoir, Pinochet dut se résoudre à accepter l'organisation d'un scrutin présidentiel qui permit le retour d'un civil à la tête de l'État. Mais Pinochet resta commandant en chef des forces armées jusqu'en 1998. Prétendant souffrir sur la fin de sa vie d'un état de démence, il put échapper aux poursuites jusqu'à sa mort en décembre 2006. Dans la même période, l'ensemble des États d'Amérique du Sud connurent la même évolution. Les militaires réintégrèrent leurs casernes et des régimes parlementaires se mirent en place. Partout, les dirigeants politiques conduisirent cette transition démocratique en s'opposant à ce que l'on s'en prenne à l'armée et à tous ceux qui, pendant des années, avaient organisé des exécutions, les enlèvements et la torture des opposants. Il fallut la mobilisation des familles des victimes pour que dans certains pays, certains officiers soient jugés et condamnés. L'argument était toujours le même, celui de la prétendue nécessaire réconciliation nationale. En réalité, il s'agissait de protéger l'appareil d'État et d'en assurer la continuité. L'armée, la même que sous la dictature, pouvait continuer de réprimer, parfois très durement, les mobilisations des travailleurs. La mise en place de régimes parlementaires correspondait aussi à un choix de l'impérialisme américain, qui n'avait plus à craindre une contestation politique et sociale aussi importante qu'à la fin des années 1960. L'existence d'institutions élues permettait d'essayer de limiter l'expression de la colère populaire au seul terrain électoral. Et cette colère, elle eut de plus en plus de raisons de s'exprimer. Au début des années 1980, l'ensemble des États d'Amérique latine ont été frappés de plein fouet par la crise de l'économie mondiale. En 1982, le Mexique se déclara en cessation de paiement, incapable de rembourser sa dette. Mais c'était quasiment toute l'Amérique latine qui se retrouvait de fait dans la même situation, ce qu'on a appelé la crise de la dette. Ces États virent débarquer les experts du Fonds monétaire international, le FMI, qui prirent les commandes de l'économie. Partout, les populations subirent des politiques d'austérité, entraînant d'importantes régressions dans la santé et l'éducation, l'augmentation de la pauvreté. Beaucoup de ces pays connurent de véritables émeutes de la faim. Presque partout, les entreprises publiques furent massivement privatisées. Les privatisations, surtout dans le secteur de l'énergie, au Brésil, en Argentine ou en Colombie, intéressèrent particulièrement les grandes multinationales occidentales. La plupart des États libéralisèrent les mouvements de capitaux dans les années 1990. Les bourses du Brésil, d'Argentine et du Mexique connurent un essor impressionnant. Mais en s'ouvrant ainsi aux capitaux étrangers, les économies des pays d'Amérique latine eurent à subir les conséquences des soubresauts qui agitaient régulièrement les marchés financiers. Le point de départ de la secousse pouvait se situer sur le continent, comme en 1994 avec le krach de la bourse de Mexico, ou n'importe où ailleurs sur la planète. Les capitaux quittaient alors le marché sud-américain encore plus vite qu'ils y étaient venus. Et à chaque fois, ils laissaient derrière eux des économies qui se retrouvaient brutalement à l'arrêt. Loin d'être un facteur de développement, la financiarisation des économies d'Amérique latine les a plongés régulièrement dans des crises aux conséquences dramatiques pour les populations.
En s'appuyant sur le mécontentement social qui a résulté de ces crises, des partis se situant sur la gauche de l'échiquier politique arrivèrent au pouvoir à partir de la fin des années 1990 dans tous les pays d'Amérique latine. Très différents les uns des autres, ces partis avaient pour point commun d'exprimer les aspirations des couches populaires et leur promettaient de prendre des mesures améliorant leurs conditions de vie. Le dirigeant du Venezuela, Hugo Chavez, fut celui qui alla le plus loin dans cette voie en utilisant les ressources pétrolières dont dispose ce pays d'un peu plus de 30 millions d'habitants. Le Venezuela était devenu producteur de pétrole depuis le début du XXe siècle et il fut l'un des principaux membres fondateurs de l'OPEP en 1960. En 1975, les industries pétrolières furent nationalisées et réunies dans une compagnie nationale, la Société vénézuélienne des pétroles. Les classes dirigeantes vénézuéliennes cherchaient ainsi à pouvoir disposer d'une partie des revenus de l'or noir. Le prix du baril était alors à la hausse et on parlait du Venezuela saoudite. Si la prospérité profita à la bourgeoisie et à tous ceux qui étaient bien placés pour mettre la main dans la caisse, il en allait tout autrement pour les classes populaires. Les bidonvilles se développaient autour de Caracas, où se retrouvaient ceux qui venaient travailler dans l'industrie pétrolière. Avec le retournement des cours du pétrole, à partir de 1983, tout le système social et politique se retrouva déstabilisé. Des politiques d'austérité furent mises en œuvre. Des augmentations de prix décidées par le gouvernement provoquèrent, en février 1989, 5 jours d'émeutes dans les principales villes du pays. La répression, les chiffres officiels, on ne les connaît pas en fait, mais on a estimé que la répression fit plus d'1 millier de morts et des milliers de blessés. Cette émeute, appelée le Caracazo, marqua une rupture dans la vie politique vénézuélienne. Les partis qui se partageaient le pouvoir depuis des années furent complètement rejetés par les classes les plus pauvres. Dans les mois qui suivirent, grèves et manifestations se multiplièrent. C'est cette crise politique et sociale qui ouvrit la route du pouvoir à Chavez, qui se présenta comme l'homme de la rupture avec les politiques d'austérité. Lieutenant-colonel de parachutistes, Chavez s'était fait connaître en février 1992 en organisant un putsch qui avait échoué. Et il avait été emprisonné. Une fois libéré de prison, il se lança dans la campagne présidentielle en 1998 et fut élu avec 56% des voix face à un candidat unique présenté par les deux partis traditionnels.